Regardez maintenant action et réaction entre la Russie et la France. Il y a une forme de dialogue toujours plus dur, toujours plus brutal. Medvedev, l'ancien président russe, était à un forum Grand Héritage Avenir en commun à Volgograd. Et il a tenu des propos extrêmement menaçants, à la fois s'estimant menacé, estimant que la Russie est menacée, mais en retour menaçant à l'égard de l'Occident et en particulier de l'Europe. Écoutez-le. Soyons honnêtes, aucun pays n'a renforcé sa sécurité par une adhésion à l'OTAN. La Pologne, les États baltes et plus récemment la Finlande et la Suède en sont de bons exemples. Aujourd'hui, ils forment un bloc hostile à notre égard. Cela signifie qu'ils sont automatiquement devenus une cible pour nos forces armées, y compris pour d'éventuelles frappes de représailles, peut-être même nucléaires, ou des mesures préventives dans le cadre de la doctrine militaire russe. Vous avez entendu le mot lâché, hein, le mot important. Alors il y a nucléaire, il y a le mot préventif. Le mot préventif veut dire que la direction russe imagine ou prétend imaginer qu'à titre préventif, prétendument, elle pourrait agir pour prévenir une attaque de l'OTAN. Et ça, c'est la porte ouverte à des justifications. Ah oui, parce que y a des précédents. Effectivement, quand les Russes sont intervenus, quand ils ont envahi l'Ukraine, ils ont dit que c'était pour prévenir une attaque qui était imminente. Quand ils sont intervenus en Géorgie, c'était la même chose. Et donc le narratif étant toujours le même, on doit tendre l'oreille en disant attention, ça fait partie de leur mode opératoire qui est de monter en épingle des soi-disant menaces pour intervenir les premiers en se faisant passer pour, en quelque sorte, des victimes. Zana Galokova, cette forme de paranoïa, on discutera après si elle est justifiée en partie ou non, mais en tout cas que le régime vend. C'est pas le paranoïa, c'est la politique. On parle pour la population russe pour justifier ses actions. Et pas que Medvedev, qui est un personnage déjà ridiculisé par les Russes, il est alcooliste, etc. C'est ce qu'il dit dans les réseaux sociaux. Mais récemment, je crois qu'hier, Nicolas Patrushev, qui reste un personnage très important, il est très proche de Poutine, même si son titre maintenant, il est chef de l'école navale, quelque chose comme ça. Il a dit que justement les exercices auprès de l'Estonie, c'est en fait c'est l'exercice pour saisir la région de Kaliningrad, qu'il était encadré autour des pays baltes, et de l'autre côté, c'est la Pologne. On peut la lire peut-être puisque vous le citez. Hein. Effectivement, c'est un moment très important et Patrushev est un homme au cœur du régime. L'OTAN mène les plus grands exercices des dernières décennies près de nos frontières, où elle s'entraîne à des offensives sur une vaste zone, de Vilnius à Odessa, à la saisie, c'est le mot que vous citiez très exactement, de la région de Kaliningrad, et à des frappes préventives. On y revient, hein. Chacun accuse l'autre de vouloir faire du préventif sur les bases permanentes des forces de dissuasion nucléaire russes. Oui, il se prépare peut-être le terrain pour les prochaines actions de les Russes. C'est l'accord, la négociation sur la paix en Ukraine aboutissent. Pour Poutine, il faut avoir une petite guerre quelque part ou une grande guerre quelque part. Donc ça peut être le prochain. Amiral. On sait que, par exemple, les Russes ont restructuré leur organisation militaire en créant 2 zones militaires nouvelles, ou plus exactement en ressuscitant d'anciennes zones militaires à Leningrad et à Moscou pour être prêts à poursuivre une offensive de ce côté-là. Et on sait aussi qu'ils sont en train de réorganiser leurs troupes pour passer d'un niveau brigade à un niveau division, donc beaucoup plus important, pour être prêts à manœuvrer vers les pays baltes, à travers la Biélorussie, à travers l'Est. Est-ce qu'on retrouve le danger nucléaire ? Le vice-président Vance qui dit « les Ukrainiens ne gagneront pas la guerre ». Je pense qu'il y a cette idée étrange dans les médias que si ça continue encore quelques années, les Russes s'effondreront. Les Ukrainiens reprendront leur territoire, tout redeviendra comme avant la guerre. Ça n'est pas la réalité, dit Vance. Ça n'est pas la réalité dans laquelle nous vivons. Si cela continue encore quelques années, cela pourrait dégénérer en guerre nucléaire. Est-ce que vous partagez ce constat sur un danger potentiel nucléaire
qu'indiquent ici les États-Unis. Les Russes n'ont jamais arrêté de menacer l'Europe et le monde avec les frappes nucléaires, tactiques, stratégiques, peu importe. Ils nous ont sorti et les énormes missiles. Ils ont expliqué qu'ils vont toucher les capitales européennes et aussi complètement faire disparaître la Grande-Bretagne. Donc leur discours est tout à fait normal, mais de leur côté, c'est quand même pathétique d'entendre dire qu'ils disent préventivement, excusez-moi, ils sont en train de détruire tout un pays en ce moment. Donc il ne s'agit plus de préventif. Sauf que, bon, pour les Européens, l'Ukraine reste un peu à la marge. Mais quand on pense de Vance, il nous a déjà dit qu'il prend ses cours d'histoire et l'information sur les TikTok ou sur les shorts ou les Reels sur Instagram. Donc vraiment, ses connaissances peut-être ne dépassent pas les méthodes qui sont envoyées par Moscou ou qui sont instillées dans son oreille. Mais est-ce qu'il y a ou non un danger? La propagande russe. Est-ce que Blinken déjà faisait de la propagande russe? Rappelez-vous, déjà Blinken disait la Russie a été tout près d'utiliser l'arme nucléaire en Ukraine. Ils ont trop écouté les Russes parce que c'est les Russes qui ont appelé et ils ont influencé notamment le Jack Sullivan qui était le secrétaire d'État à la défense intérieure. Non, il était le conseiller à la défense intérieure. Donc déjà l'équipe Biden était sous influence russe. Oui, ils étaient sous l'influence russe et c'était avoué même par... Eh bien, si on écoute Alapoedi, effectivement, est-ce qu'on n'exagère pas le danger? Au fond, il y aurait, d'après Alapoedi, aucun danger nucléaire russe. Tout conflit impliquant un État doté de l'arme nucléaire est évidemment un conflit dangereux. Il faut faire très attention, c'est l'évidence même. Il faut se souvenir quand même qu'on a eu un conflit régional qui concernait des villes dont personne en France, en Allemagne n'avait entendu parler. En juillet 1914, personne ne savait où était Sarajevo, personne n'en avait entendu parler. Ah oui, il paraît que les Autrichiens ont colonisé ce pays en 1908. Bon, oui, voilà. C'est l'engrenage. Et c'est l'engrenage qui a abouti au suicide de l'Europe, pas moins que ça, la Première Guerre mondiale. Donc évidemment, une guerre est toujours dangereuse, et une guerre avec une puissance nucléaire, en l'occurrence la Russie, est encore plus dangereuse. Ça fait 3 ans qu'il y a la guerre avec la Russie qui dure 3 ans, la guerre nucléaire. Donc comment ça se fait qu'aujourd'hui, ça n'a pas encore éclaté? Vous voyez, quand même, il faut mesurer aussi le sens de ces propos. Non, je disais simplement que ce monde est plus dangereux parce qu'il y a moins d'organismes de régulation. On a quand même vécu une période marquée par un certain désarmement et la mise en place de règles, en particulier de règles de bonne conduite entre les possibles belligérants, entre ces différentes puissances nucléaires, en particulier entre la Russie et les États-Unis, qui avaient pour but de réduire tout risque de méprise. Or, la plupart de ces instruments ont été démontés, si j'ose dire, par Trump et par Poutine, l'un et l'autre achevant la tâche. Donc ce monde est aujourd'hui plus dangereux qu'il ne l'était. Heureusement, les états-majors ont toujours continué à se parler. Oui. Et par exemple, le général Milley, qui était... heureusement, les Russes et les Américains n'ont jamais cessé, au niveau des plus hauts militaires, de se parler. Mais c'est rassurant, parce que sinon... Et nous, on est en train de se demander comment mettre en place ça avec la Chine. Sur la peur du nucléaire, précisément. Oui, je pense qu'elle est aussi augmentée par l'examen de la carte. C'est-à-dire que les Russes, dont on peut se dire qu'ils ont peut-être une certaine dose de paranoïa, ils voient l'OTAN qui se rapproche de plus en plus. La Pologne en 99, les États baltes en 2004, de mémoire, et puis l'année dernière, la Suède, la Finlande. Donc tout ça, effectivement, ne participe pas à ce que l'ambiance s'adoucisse. Même si la Finlande et la Suède rentrent dans l'OTAN, c'est parce qu'ils sentent la menace russe. Mais le propre d'une montée aux extrêmes, c'est que chacun se dit qu'il est menacé et que donc il doit surenchérir dans la défense. Ce qui est intéressant, je dirais, Guillaume, que mon penchant pour l'Ukraine est beaucoup moins important que le vôtre pour la Russie, je dirais, parce que quand même, quand vous voyez... Vous savez, vous disiez aussi qu'Anthony Blinken mais bien sûr, Guillaume, vous dites aujourd'hui, ils sont effrayés, les pauvres Russes, par... Non, je dis qu'ils sont paranoïaques, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que le temps approche les frontières, mais les Russes, ils sont en train de détruire un pays, ils bombardent par les missiles balistiques un pays en entier. Et ils pensent quoi? Vous pensez que c'est-à-dire, ce sera sans réponse? Et en plus, c'est grâce aussi à l'action russe, grâce entre guillemets, bien évidemment, que la Suède et la Finlande ont intégré l'OTAN qu'ils ne voulaient même pas entendre parler avant. C'est parce qu'ils ont vu la vraie menace de la Russie.
dit la vraie menace je suis ravi en de voir que action. vous répétez ce que je viens de dire, cher Alain. Ça montre que cette fois, nous sommes d'accord. Écoutez, pour une fois... Ce reproche russe est très ancien, hein, puisque dès la conférence de sécurité de Munich de février 2007, Vladimir Poutine a fait tout un discours pour reprocher justement cette avancée continue de l'OTAN vers l'Est. Il a rappelé les promesses qui avaient été faites par le secrétaire d'État américain Baker à Gorbatchev de ne jamais étendre l'OTAN vers l'Est. Mais Gorbatchev avait commis l'erreur de ne pas demander une lettre, un document écrit. Il y a eu des preneurs de notes, mais il n'y a pas un document qui aurait été négocié d'ailleurs. Et ça, c'est vrai. Et ça a été d'ailleurs, il l'a répété aussi, Vladimir Poutine. Il avait été invité, le climat était meilleur, en avril 2008 à la conférence au sommet de l'OTAN à Bucarest. Et c'est vrai que nous n'avons pas, c'est peut-être une erreur de notre diplomatie, nous n'avons pas suffisamment considéré cette paranoïa. C'est pas parce que, si vous avez un interlocuteur, même s'il a tort, et même s'il est donc paranoïaque, parce que la paranoïa est un défaut, évidemment, mais il faut quand même la considérer. Parce que sinon, vous pouvez restons un instant sur le danger nucléaire. Restons sur le danger nucléaire. Oui ou non, amiral Bichot. Oui ou non, amiral Bichot. Quand vous êtes le mieux placé, voilà. À quel moment est-ce que la crainte de l'affrontement nucléaire a été la plus forte? Quand vous étiez aux affaires, c'était beaucoup moins fort. C'est difficile. Oui, c'était beaucoup moins fort au sens où la posture était que d'un seul sous-marin nucléaire lanceur d'engins à la mer. Nous, on a vu que récemment, on a réactivé, on a mis 2 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins à la mer. On en a même été jusqu'à 3. Et alors, sur un effectif total de 4, ça montre bien le président voulait faire passer un message très fort aux Russes en disant, attention, les risques que vous prenez, les menaces que vous faites, elles sont bien reçues, bien perçues, et d'ailleurs, on se met en mesure d'y répondre. Donc, ce dialogue, il est constant. Il y a eu des périodes beaucoup plus tendues que d'autres, l'invasion de l'Afghanistan par exemple, mais on peut remonter à la crise des missiles de Cuba ou à la guerre du Kippour, autant d'épisodes décisifs où la menace nucléaire, elle a été très prégnante entre les deux grands. Mais pensez à la menace nucléaire ailleurs. Il y a eu aussi des menaces de guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan. On peut penser qu'entre l'Inde et la Chine, ça pourrait aussi déraper. Et regardez ce qui se passe en Asie avec la Corée du Nord en ce moment.